Je lance. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence sur le thème de la parentalité. Elle sera animée par Pauline Lotte, qui est infirmière puéricultrice, consultante en parentalité et spécialiste du sommeil de bébé. Je laisse donc la parole à Pauline et bonne conférence à tous et à toutes. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui de être et devenir parent et de compétences parentales. Alors, je vais juste vous partager le diaporama. Comme ça, vous aurez un support. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si c'est OK pour vous, Oui, là, on voit les très parents bien. qui sont en ligne? Super, merci. Comme ça, je sais que tout est bon et je garde ma petite fenêtre à côté pour voir s'il y a des questions ou des choses. Donc voilà, aujourd'hui, alors c'est un thème qui est assez vaste. Je vais essayer d'aborder pas mal de sujets et de parler un peu en pratico-pratique aussi. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse parler de développement de compétences parentales. Et du coup, on va beaucoup parler d'émotions, de pose des limites, de l'âge du non, de l'opposition, et de comment on fait pour trouver un équilibre avec tout ça. Donc voilà, donc c'est un vaste programme. On va se dire qu'on a à peu près 1 heure, et puis bien sûr s'il y a des questions, on peut aller plus loin, mais voilà, on va essayer de faire tenir les choses en 1 heure pour pouvoir vous libérer après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. L'objectif c'est vraiment que ça puisse être interactif et surtout utile. Donc je vais essayer de vous donner pas mal de petites pistes pratiques. Mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me questionner ou à me partager des expériences avec grand plaisir, ou à vous partager des expériences et des tips avec plaisir. C'est vraiment l'objectif de ces petits ateliers. Donc, si on commence un petit peu avec tout ce qui est compétences parentales, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce qu'on entend par compétences parentales? Alors déjà, se dire qu'être un parent compétent, on va diminuer un peu la pression. C'est pas être un parent parfait. Je pense qu'il n'y a pas de parent parfait, et heureusement. Donc voilà, quand on dit être un parent compétent, ben c'est un parent, je veux dire, alors, qui apprend avec son enfant, qui arrive à communiquer avec son enfant et à mettre en place de plus en plus tout le lien de confiance. Et on reviendra là-dessus. Moi, j'aime bien parler de collaboration avec son enfant. Parce que quand on a un petit loulou qui grandit et qui a envie d'apprendre, qui a envie de s'autonomiser, de faire, de donner son point de vue, et ça passe aussi par le non, plus on fait les choses avec l'enfant et vraiment plus on collabore avec son enfant, mieux ça se passe en général. Donc voilà, il y a tout cet enjeu de communication qui est là, tout l'enjeu d'accompagner les émotions de l'enfant pour que il puisse comprendre ce qui se passe dans son corps, qu'il puisse comprendre ce qu'il vit. Et plus un enfant se sent bien sur le plan émotionnel, plus c'est un enfant qui est sécurisé, plus il peut se développer, plus il peut aller explorer l'environnement. Donc on a vraiment un gros aspect sur tout ce qui est émotion. On reparlera aussi de tout ce qui est parentalité positive, un petit peu qu'est-ce que c'est, et voilà, de cette grande tendance dont on parle beaucoup pour remettre un petit peu dans le contexte. Mais en 2 mots, parentalité positive, c'est vraiment accompagner l'enfant dans ses découvertes, c'est vraiment renforcer les comportements, l'aider vraiment à se développer. Donc c'est plus ça la notion. Après, on en a fait un gros concept avec plein de pour, plein de contre. Mais voilà, on va essayer de remettre un petit peu les choses dans le contexte et dans tout ce qu'il y a de positif à prendre dans cette parentalité positive. Et puis aussi, en tant que parent compétent, comment on arrive à poser alors le cadre, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est toujours un peu brutal, mais comment on pose le cadre de vie à l'enfant, les limites, comment on peut lui dire non aussi sur certaines choses, pas pour le contraindre, mais vraiment pour l'aider à se développer, pour lui donner un peu sa ligne directive, et que l'enfant puisse savoir un peu qu'est-ce qu'il peut faire ou pas et dans quel champ d'action il peut évoluer. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on va voir, et c'est ça, se dire qu'on est un parent compétent, un bon parent, c'est de dire voilà, on s'adapte au fur et à mesure à son enfant, c'est plus ou moins facile, mais clairement on fait comme on peut. Alors, je regarde juste les petits chats. Ah, c'est Blandine qui nous dit qu'elle
qu'elle part du live parce que c'est compliqué avec ses petits jumeaux. Donc voilà un petit peu ce qu'on entend par compétence parentale. Et après, c'est voilà, ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas être parfait. On a aussi nos propres limites, nos propres émotions, notre propre éducation. Donc il faut faire avec tout ça. On a aussi sa fatigue, son tempérament, son caractère. Donc l'idée, c'est de se dire que chaque parent est différent, chaque parent avec chaque enfant est différent et qu'on va aussi avancer comme ça en fonction de l'histoire, de l'enfant qu'on a en face de nous, du contexte, de plein de paramètres. Donc c'est là où la perfection, elle n'existe pas, elle existe dans pas grand-chose. Hein, je veux dire, quand on parle d'être humain, on peut pas être parfait, on vit avec tous ces éléments de contexte et d'émotion. Mais voilà, l'idée, c'est de s'harmoniser de plus en plus avec son enfant pour pouvoir trouver ce qui fonctionne dans ce couple parent-enfant et pouvoir l'aider à se développer au maximum et pouvoir aussi, si je peux dire, se développer et s'épanouir en tant que parent. Donc, c'est là où il y a les convictions, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Et voilà, et vraiment se dire qu'il y a un moment où on fait comme on peut. Il y a vraiment ce qu'on imagine, il y a vraiment ce qu'on voudrait atteindre comme objectif, comme manière d'éduquer son enfant. Et il y a aussi le quotidien qui fait qu'à un moment, on fait clairement comme on peut. C'est pas toujours aussi simple que ce qu'on avait prévu. Donc voilà, on s'adapte, on se réadapte, on gère un petit peu le quotidien avec les ressources qu'on a. Donc voilà, c'était pour baisser un peu le niveau de pression et de culpabilité qu'on peut avoir un petit peu quand on se dit qu'est-ce que c'est être un bon parent et être un parent à la hauteur. Si on parle un petit peu plus d'émotions, donc on a vraiment tout un enjeu sur les émotions, surtout quand l'enfant grandit. Alors, dès tout petit, c'est important de prendre les émotions en compte, et on va y revenir, mais pouvoir expliquer, verbaliser, sécuriser l'enfant, tout ça, ça se fait vraiment des petits. Et après, on a une grosse période avec pas mal d'enjeux autour des tempêtes émotionnelles, autour de, allez, on va dire, ça commence à 15, 18 mois, et puis 2 ans, 2, 3 ans. C'est une grande période où l'enfant veut vraiment s'affirmer, veut pouvoir prendre ses décisions, veut pouvoir être autonome, veut faire par lui-même, et où c'est là où il y a beaucoup de débordements émotionnels quand il y a de la frustration. Mais voilà, tout l'accompagnement des émotions, on peut vraiment le faire dès tout petit. Et vraiment sur un petit nourrisson, dès le début, en fait, pouvoir lui expliquer ce qu'on fait, pouvoir lui expliquer ce qui va se passer, pouvoir verbaliser quand l'enfant pleure, quand on voit que l'enfant a une frustration. En fait, plus on va mettre des mots sur ce que l'enfant vit, plus ça pourra l'aider par la suite, lui, à reconnaître ses émotions. Donc ça, c'est quand même un de nos gros objectifs, c'est que l'enfant puisse comprendre ce qu'il ressent. Et puis, plus ça met aussi de la communication entre l'enfant et le parent, et plus l'enfant s'autorise aussi à avoir des émotions. Si mon parent me dit toujours à chaque fois valide que là, oui, j'ai l'air triste, que là, je suis en colère, et que j'ai le droit d'avoir ces émotions-là, c'est-à-dire qu'on m'autorise à être qui je suis, on m'autorise à exprimer mes émotions. Et ça, c'est des petites choses, mais c'est important. Donc ça, vraiment, dès tout petit, on peut faire ça, et plus l'enfant grandit, plus on peut continuer à le faire. Après, sur tout ce qui est vraiment sécurisation émotionnelle, l'enfant, c'est un petit être qui a besoin de beaucoup de repères pour se sentir sécurisé. Donc, c'est pareil, dès les premiers mois, plus on va poser de routines à l'enfant, de rituels, plus on va faire des choses répétitives, plus l'enfant se sentira en confiance. Et ça, c'est des choses importantes aussi et qu'on peut poser dès tout petit, hein. Et ça prend vraiment, je vais faire des allers-retours entre les petits et les plus grands et je vais sûrement anticiper un peu la suite, mais ça prend encore plus de place, alors une place encore différente autour des 18 mois, 2 ans, 3 ans, quand on a un enfant qui a beaucoup de tempêtes émotionnelles, qui a beaucoup de négociations des fois, qui a beaucoup de non. C'est vraiment de se dire que plus les routines sont ancrées, plus c'est posé, voire affiché au mur, que ce soit le retour de la crèche ou de l'école, que ce soit le rituel du coucher, que ce soit la routine du matin avant de partir, plus les choses sont balisées, plus c'est la même chose tous les jours. En fait, moins il y a de place pour des négociations, des questionnements, pour l'enfant comme pour nous. Si nous, parents, on est incertains sur certaines choses, tiens, je sais pas si ce soir on fait déjà la douche, déjà le temps de jeu, mais t'as l'air d'avoir faim, peut-être on va manger d'abord. En fait, si nous, adultes, on se questionne, l'enfant se questionne d'autant plus et on lui laisse quand même de la place pour l'incertitude.
Si nous, on est rassuré et rassurant, du coup, on sait que quand on rentre, on fait dans tel ordre, voilà, le repas, le bain, l'histoire. Alors, je vais vous donner plein de petits exemples très bateaux, mais voilà, si tous les soirs c'est la même chose, nous on se questionne pas, donc on est guidant. L'enfant, on lui laisse pas de place pour le je veux pas. L'enfant, il sait comment ça se passe, c'est rassurant aussi pour lui. Et en fait, ça a toutes les chances de mieux se passer. Donc vraiment, n'hésitez pas à baliser, à cadrer, à routiner, si je peux dire, votre quotidien. C'est des choses qui sont évidentes hein, sur le tous les jours. Tout ce qui est aussi, tout ce qui peut insécuriser l'enfant, et chez les plus grands aussi être déclencheur de crise, c'est tous les changements. Tout ce qu'il met en insécurité, hein, changement dans l'environnement, changement dans les personnes qui s'occupent de lui, changement de rythme, de routine. Donc tous ces changements-là, ça peut être compliqué pour les enfants. Donc n'hésitez pas à anticiper, à verbaliser. Voilà, vraiment, plus on est dans la communication, dans la préparation, euh, plus c'est facile pour l'enfant. Donc ça, n'hésitez pas. Et on y reviendra même sur les transitions dans le quotidien. Euh, Souvent, ça peut être des passages compliqués, le passage du jeu à la douche, le passage de la douche au séchage, le passage du jeu au repas. À chaque fois qu'il y a des transitions et des arrêts dans les activités, ça peut être compliqué. Donc même là, plus on anticipe, plus on fait les transitions. Plus ça aide l'enfant à bien les vivre. Donc voilà, vraiment, plus vous mettez quelque chose de cadré dans le quotidien, plus c'est facile pour l'enfant à suivre. Et plus l'enfant est sécurisé, plus il peut se développer, plus il peut aller de l'avant et mieux il se sépare aussi par la suite. Donc voilà, c'est des petites choses, mais vraiment qui sont importantes. Et après, donc sur les émotions, du coup j'ai anticipé, c'est vraiment de se dire, voilà, plus vous verbalisez, plus vous autorisez l'enfant à avoir des émotions. Plus vous parlez aussi de vos propres émotions, c'est important que l'enfant comprenne que, bah oui, l'adulte aussi a des émotions et du coup on a le droit d'avoir des émotions. Plus vous l'aidez à voilà à s'affirmer et avoir le droit d'exister. Donc ça, n'hésitez pas sur le quotidien vraiment à verbaliser au maximum. Et puis par ne pas juger les émotions, c'est que des fois, en tant qu'adulte, il y a des petites choses. Alors, je vais prendre des exemples tout simples, mais quand l'enfant voulait la voiture verte et puis qu'il a eu la voiture rouge, quand il voulait telle pâte et qu'on lui a donné la pâte d'à côté, en fait, pour nous, qui nous semblent des détails insignifiants, ou des fois, on va dire, ben voilà, c'est rien, ne pleure pas pour ça, ça vaut pas le coup. En gros, ton émotion est inutile ou ton émotion n'a pas lieu d'être, alors que pour l'enfant, en fait, c'est hyper important. On sait que pour lui, c'était absolument le camion rouge qu'il voulait et pas le vert, que pour lui, c'est une vraie émotion qu'il ressent et que ça fait un débordement complet. C'est important de pouvoir dire, OK, je vois là que t'es pas content, que t'es frustré, que c'est compliqué. Même si c'était un petit truc, l'enfant, lui, il a une vraie émotion et ça, c'est important aussi de la reconnaître et de pas lui dire c'est bon, c'est rien, ça vaut pas le coup de pleurer pour ça, sinon ça veut dire en gros qu'on annule un petit peu son émotion. Donc voilà, tout ça, ça crée vraiment de la confiance, ça crée du lien, ça crée de la communication. Et plus on met ça en place petit, plus ça nous aide aussi pour la suite quand l'enfant grandit. Donc voilà, donc ça c'est déjà des grandes choses, des grands concepts, mais que vous pouvez mettre en place au quotidien. Après, on rebondit un petit peu là sur cette idée de l'histoire de la petite voiture ou de la pâte, il voulait l'autre pâte. Voilà, c'est-à-dire que c'est des petites choses, mais que pour eux c'est la même émotion, que ce soit voilà, un gros stress, une grosse frustration ou une frustration minime. Vraiment, l'émotion qui est déclenchée, elle est très forte chez l'enfant, ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles, avec un cerveau qui réagit uniquement sur de l'émotionnel et qui n'arrive pas à rationaliser et à canaliser. Donc voilà, plus on a ça en tête, et moi je dis toujours sur les périodes de crise, plus vous arrivez à vous remettre en mode, OK, l'enfant là n'est pas capable de raisonner, c'est pas de sa faute, il ne fait pas la crise volontairement, il est déconnecté et je vais vous montrer une petite vidéo après. Plus on a ça en tête, en se disant bah là l'enfant il y peut rien en fait, le cerveau il s'est déconnecté, il gère plus du tout. C'est à nous adultes de l'aider à redescendre. Alors on fait comme on peut, parce qu'il y a des moments c'est pas toujours facile, mais si vraiment à chaque fois on arrive à se dire voilà il fait pas exprès, il a besoin que moi je l'aide, que moi je l'accompagne, ça nous aide aussi à redescendre des fois un petit peu sur le niveau d'émotion et d'énervement du moment. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il gère pas ça et
plus on va essayer de se mettre à sa hauteur, de l'accompagner, de l'aider à gérer ces moments-là, plus par la suite il pourra avoir des crises moins fortes et gérer de mieux en mieux ses émotions. Et du coup, alors voilà, je vais vous montrer si elle marche la petite vidéo. C'est juste un petit modèle, vous pouvez la retrouver sur YouTube, ce qu'on appelle le cerveau dans la main, en fait, pour montrer un petit peu le lien entre le cerveau émotionnel et le cerveau qui résonne. Et quand on voit ça, je trouve ça hyper parlant. Donc je vous la mets si elle veut bien marcher. Alors, sinon je vais vous la faire. Non, j'arrive pas à avancer. Mince. Non, bah écoutez, je vais vous la faire moi-même et puis vous pourrez la retrouver sur YouTube. Hop, alors je reviens dessus. L'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, on a notre cerveau, que là, on a notre cerveau qui résonne. Donc on a vraiment le cortex qui fait notre raisonnement, hein. Et là, on a notre cerveau émotionnel. Donc c'est un peu le cerveau archaïque, c'est celui qui réagit en premier. Dans le quotidien, et c'est valable pour nous les adultes, hein, on est connecté. Donc notre cerveau qui résonne, il est connecté à notre cerveau émotionnel. Mais quand il y a un gros stress, une frustration, voilà, quelque chose qui vient nous envahir et qu'on a une émotion très forte, en gros, les deux se déconnectent. Donc vraiment, le cerveau qui résonne, il est déconnecté du cerveau émotionnel. C'est pour ça que sur le moment où l'enfant fait une crise, et nous adultes, ça peut nous arriver. On a vraiment, je dis toujours quelqu'un qui vous a grillé la priorité, vous avez cru que vous alliez avoir un accident, vous avez vraiment une grosse peur. Tout d'un coup, vous partez aussi dans une espèce de crise dans tous vos états. Sauf qu'adulte, on arrive à se raisonner plus vite, à se reconnecter plus vite. Là où l'enfant, une fois qu'il est déconnecté, on a beau essayer de lui parler, de le raisonner, en fait, quand l'enfant est dans la crise, il vit sa crise, il est dedans. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'aider à redescendre, donc ou en le laissant s'apaiser, ou en passant par de la contenance et du câlin. Ça, c'est à tester et à voir selon chaque enfant. Mais vraiment, notre objectif, quand l'enfant est en pleine période de crise, c'est de l'aider à se reconnecter. Et ça passe vraiment souvent par du physique, par de la contenance ou par voilà, le laisser crier, le laisser taper. Voilà, faut que l'émotion sorte. Après, ça redescend. Après, le cerveau qui résonne se reconnecte et c'est là où on peut à nouveau communiquer avec l'enfant. Donc, c'est de se dire que pendant la crise, de toute façon, l'enfant, il gère plus. Donc, on va l'aider comme on peut physiquement à s'apaiser. Une fois qu'il a reconnecté, une fois qu'on sent qu'on peut recapter son attention, qu'on peut communiquer, c'est là le moment où on peut en discuter, on peut l'aider, on peut verbaliser, et vraiment on peut débriefer selon l'âge de l'enfant aussi sur qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est important à avoir en tête, parce que des fois, on se dit, ils veulent plus rien entendre. Non, en fait, c'est qu'ils sont plus en capacité, ça fonctionne plus. Le courant entre les deux, j'ai envie de dire, il passe plus. Donc, il faut déjà qu'on reconnecte, ok, qu'on abaisse la pression à ce moment-là. Après, on peut en parler et après, on peut faire la suite. Mais sur le moment, l'enfant n'est pas en capacité de raisonner, de nous entendre, de parler. Voilà, il est dans son émotion uniquement. Et plus, alors ça, c'est d'autres petites choses aussi, plus vous allez essayer d'être neutre, d'être accompagnant, parce que des fois, on a aussi un enfant qui commence à s'énerver, alors différemment selon l'âge, hein, où on sent que la colère est un peu là, et puis l'enfant s'énerve. Donc nous, du coup, on s'énerve aussi, on crie un peu plus fort. Donc l'enfant crie plus fort, s'énerve plus. Et en fait, chacun reproduit aussi avec les neurones miroirs ce qu'il voit chez l'autre. Donc, plus chacun crie, plus ça monte. Et en fait, moins ça aide à sortir de la situation. Plus on arrive, et ça, faut y arriver, hein, il y a des moments où on peut, il y a des moments où on n'y arrive pas, mais plus on arrive à se dire, OK, en gros, c'est moi l'adulte, je suis le seul à pouvoir raisonner, m'apaiser moi pour apaiser l'enfant. Plus on arrive à redescendre à ce moment-là, à se mettre à la hauteur de l'enfant, à l'aider à sortir de la crise, plus l'enfant va pouvoir aussi s'apaiser. Donc ça, c'est des choses importantes, mais se dire si on veut recommuniquer de l'apaisement, faut qu'on arrive à transmettre nous de l'apaisement, donc nous-mêmes à s'apaiser. Donc voilà, c'est pas forcément simple selon les moments, mais si on arrive à faire ce chant là dans notre tête en disant ok,
Je m'apaise, je me calme. Après, je t'aide à te calmer. C'est un peu comme le masque à oxygène dans l'avion. Il faut déjà que moi, je mette mon masque à oxygène, que moi, je sois bien pour pouvoir t'aider par la suite. Parce que si je suis dans le même état que toi, en fait, on va pas y arriver ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'est des petites choses, c'est des petits outils déjà, mais qui peuvent vraiment au quotidien, qui peuvent vous aider. Après, si on continue un peu vraiment sur tout ce qui est tempête émotionnelle, alors j'ai commencé à anticiper un petit peu. Euh, Plus vous comprendrez, alors selon l'âge de vos enfants, hein, mais si vous êtes dans ces périodes-là, plus vous comprendrez quels sont les déclencheurs des crises, en fait, plus on peut, alors, éviter les déclencheurs. Ça veut pas dire tout négocier, ne pas mettre de limites pour pas avoir de crise. Ça veut juste dire que quand on a identifié que telle ou telle situation, tel moment est propice à une crise, bah, déjà, on va essayer de faire les choses autrement ou d'éviter ces situations, ou on va essayer d'y aller et d'accompagner l'enfant de manière adaptée parce qu'on sait que c'est des moments un peu plus propices. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette fameuse période d'affirmation de soi, là, vers 18 mois, 2 ans, voire plus. La fatigue, c'est vraiment l'ennemi numéro un des crises. Un enfant qui est fatigué, c'est un enfant qui est beaucoup plus sujet aux émotions et aux débordements émotionnels. Et c'est la même chose chez nous adultes, hein. Quand on est fatigué, ben on gère beaucoup moins nos émotions. On est beaucoup plus labile au niveau de l'humeur. Donc vraiment, ça, c'est le numéro un sur un enfant qui est sujet aux crises, aux débordements émotionnels. C'est vraiment de vérifier est-ce qu'il a son quota de sommeil, est-ce qu'il n'est pas couché trop tard, est-ce qu'il y a une sieste qui a sauté trop tôt ou qui devrait encore être là. Parce que déjà, quand on a un enfant reposé, en fait, l'émotionnel, il est déjà beaucoup plus stable. Donc ça, c'est quelque chose de basique. Alors, c'est pas forcément simple, hein, le sommeil, mais un enfant qui dort bien et qui dort suffisamment est déjà beaucoup plus stable sur le plan émotionnel. Après, je parlais beaucoup de changement. Et donc, vraiment, sur le quotidien, tout ce qui est changement d'activité, à chaque fois, arrêt d'activité, contrainte, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de mettre les chaussures, c'est l'heure de la douche, voilà. Tout ce qui va les contraindre, c'est des potentiels déclencheurs de crise. On reparlera un petit peu en pratique, mais plus vous allez réussir à faire des transitions, en fait, moins vous aurez ces crises-là. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, OK, on évite la douche, on évite de mettre les chaussures parce que ça déclenche des crises. C'est de dire, oui, il y a ces moments-là, mais plus on va pouvoir prévenir l'enfant, anticiper, lui proposer une transition. Tiens, tu es en train de faire un dessin. Est-ce que tu veux finir le dessin avant d'aller à la douche? Tu joues au camion, à je ne sais quoi. Est-ce que tu veux emmener ta voiture ou ton camion dans la salle de bain? Hop, comme ça, en fait, on transitionne. On n'a pas de rupture. On fait la transition. C'est beaucoup plus facile. C'est pas magique à tous les coups, mais vraiment, plus vous allez réussir à être dans cette démarche de préparer, d'anticiper et de transitionner plutôt que de dire hop, on arrête, on passe à la suite, plus ça peut fluidifier le quotidien. Donc ça, c'est des petites choses. Sur les plus grands, il y a aussi tout ce qui est, on parlait un peu de petites routines tout à l'heure, tout ce qui est afficher les routines. Ça marche bien aussi, c'est pas papa ou maman qui l'a dit, c'est affiché au mur qu'après le jeu, on va à la douche, qu'après la douche, on va manger. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez utiliser. Et tout ce qui est timer ou horloge chez les plus grands. En fait, quand c'est le timer, là, on voit le temps qui défile. Et quand c'est le timer qui l'a dit ou le timer qui sonne, bah, c'est pareil. C'est pas papa ou maman qui l'a dit. Le timer sonne. Moi, enfant, je peux aller dire, tiens, le timer a sonné. Alors, le dire ou le montrer, hein, selon l'âge du petit. Mais voilà, on rend du contrôle à l'enfant. C'est l'enfant qui check le timer. C'est l'enfant qui peut dire, OK, là, ça a sonné, c'est l'heure. Et du coup, au lieu que ce soit le parent qui vienne dire là, stop, bah, du coup, l'enfant de lui-même peut aussi enchaîner. Donc ça, c'est un petit outil, mais vraiment qui peut faciliter tous ces moments-là de fin de jeu pour aller au bain, de fin de bain où l'enfant a du mal à sortir. C'est-à-dire qu'on met le timer sur ces petits moments-là et ça marche plutôt pas mal. Je vous donne les petites choses au fur et à mesure, comme ça je vous donne des petites clés à chaque fois. Tout ce qui est surstimulation aussi, qui est assez propice aux crises, donc les journées chargées. Alors je vous dis, je parle un peu différemment selon l'âge des enfants, mais la journée au parc d'attractions, la journée en famille, la fête de famille où en plus on a loupé la sieste, voilà, toutes ces journées qui sont chargées en activité, en émotion, en stimulation, avec un peu de fatigue en plus, ça c'est hyper propice aux crises. Voilà, on peut avoir en tête que c'est presque sûr que avant la fin de la journée, il y a forcément un moment qui va cristalliser parce que l'enfant
a tellement d'informations, tellement d'émotions, tellement de fatigue, de plein de choses en même temps que bah, le cerveau n'arrive pas forcément à gérer. Donc ça, ben, on fait comme on peut, on n'annule pas les fêtes, on n'annule pas les sorties en famille, mais c'est d'avoir en tête que voilà, c'est des périodes qui peuvent être un peu plus compliquées et que les crises, elles peuvent survenir un peu plus facilement. Et puis, tout ce qui est changement, et ça, je vous en parlais plus au début, sur les habitudes et sur l'environnement, ben voilà, c'est aussi des périodes qui peuvent être compliquées et qu'il va falloir accompagner plus. Donc, une fois qu'on arrive à identifier, il y a des enfants qui sont plus sensibles à tel ou tel élément, c'est-à-dire toutes les petites choses sur le rythme de vie, les changements, ben on essaye d'anticiper, de baliser, de mettre des routines, ça aide. Les moments où on n'y peut pas grand-chose, ben, on accompagne l'enfant, on sait que ça peut arriver et puis on accompagne comme on peut. Et puis sur des petites choses, voilà, c'est toujours de se reposer aussi la question, on en reparlera sur les limites, un peu de choisir ses combats aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas être intransigeant sur tout, on peut pas mettre des règles sur tout. Donc les petites choses alors je prends toujours des exemples du quotidien, le petit morceau de pain avant ou après la douche, avant ou après le repas. Si on sait que c'est un sujet déclencheur de crise, si en soi on s'en moque complètement qu'il ait le bout de pain avant ou après telle ou telle chose, bah ok, avant de dire non, on va se dire ok, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça remet en cause mes convictions? Est-ce que ça remet en cause la santé et la sécurité de l'enfant? S'il n'y a pas d'impact, bah ça c'est un sujet sur lequel on peut lâcher. Par contre, les sujets qui sont importants, bah, on les garde et on lâche pas les règles sur les sujets importants. Après, on reviendra sur les limites, mais un autre point qui est important, c'est aussi d'être constant. Euh, Parce que sur tout ce qui est déclencheur de crise, c'est aussi de se dire que si nous, parents, on est inconstant, tiens, un jour, alors je vais reprendre mon exemple de bout de pain, un jour, je te dis non à la sortie de la boulangerie parce que c'est pas l'heure. Le lendemain, je te dis oui parce que là, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'avoir de la crise. Et puis ce soir, je te dis oui avant la douche parce qu'en fait, on est en retard et je veux que ça aille vite. Et puis le lendemain, je te dis non. Plus on va donner des règles en fait qui vont varier selon les jours, les moments et surtout selon nous, ben moins l'enfant peut les comprendre. Et plus il y a de flexibilité dans les règles, plus l'enfant sait que c'est négociable entre guillemets, plus il y a de risque d'avoir des crises. Donc vraiment, c'est toujours avant de dire non ou avant de mettre des règles, c'est de se poser la question est-ce qu'on a envie d'en faire une règle? Est-ce qu'on a envie d'en faire une bataille, si je peux dire? Si oui, parce que c'est important, eh ben on met la règle, on met les choses. Tant pis s'il y a des crises au début, on va essayer d'accompagner, d'anticiper. On va revoir un peu plus sur les limites, mais voilà, il faudra tenir les choses parce que c'est important. Sur les petits sujets, s'il n'y a pas de raison d'en faire des crises ou d'en faire des règles absolues, on peut se laisser cette marge de manœuvre, vous dire, ok, si ce soir tu veux le bout de pain avant, bah, pourquoi pas. Donc voilà, c'est aussi d'accepter d'être souple, mais vraiment en ayant de la cohérence et de la constance, parce que ça peut être aussi compliqué pour l'enfant de comprendre si ça change d'un jour à l'autre. Et après, bah, quand il y a crise, bah, c'est ce qu'on disait avant, c'est essayer de contenir, d'accompagner, de câliner, de laisser l'enfant exploser d'abord et puis de l'aider à revenir au calme après, c'est de gérer comme on peut pour l'aider à redescendre sur ce moment-là. Et après, alors, plus l'enfant grandit, plus on peut avoir des outils, plus on peut parler des émotions, plus on peut faire parler l'enfant. Donc c'est un peu plus facile quand il grandit. C'est que l'enfant qui est capable de verbaliser ses émotions, qui est capable de verbaliser son besoin, ou qui est capable d'en reparler, bah, ça peut être un peu plus facile de trouver des issues. Après, moi, sur les enfants qui parlent bien, alors là, on parle plus des petits en âge scolaire, vraiment sur les premières années de maternelle, ils peuvent, hein, euh, dire à l'enfant, mais ok, qu'est-ce qui a été compliqué et qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble comme solution. En fait, vraiment, plus on inclut l'enfant dans le processus, plus on inclut l'enfant dans les solutions, bah, mieux ça se passe. Donc ça, faut pas hésiter à le faire. Et après, sur les plus petits, bah, ça va être en testant un peu ce qui fonctionne sur les crises que vous allez identifier. Tiens, je vois qu'à chaque fois qu'il y a un changement, ça déclenche. À chaque fois qu'il y a de la fatigue, ça déclenche. Tiens, quand je fais un gros câlin, après, ça arrête plus vite. Il y a des parents, c'est en allant montrer quelque chose à la fenêtre, en faisant diversion, ça lui permet de sortir de la crise. Voilà, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne avec votre enfant pour qu'au fur et à mesure, ça vous facilite un petit peu les choses.
Est-ce que n'hésitez pas s'il y a des questions, alors vous n'êtes pas très nombreuses en live, mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, je parle beaucoup. Du coup, en levant la main ou en m'interrompant, vraiment sans souci. Donc voilà, on a pas mal parlé d'émotions, et donc toutes ces émotions, souvent, elles sont en parallèle de limites et de non, parce que c'est vraiment ça, c'est dès qu'il y a la frustration, on sent que ça peut partir à tout moment. Il y a des enfants chez qui c'est plus soft que chez d'autres, il y a des enfants qui vivent tout très intensément. Dans tous les cas, même s'il y a beaucoup de crises, même si on reparlera de ça, mais on est dans la parentalité positive, les limites, elles sont importantes au quotidien. Les règles et les limites, c'est vraiment ça qui va permettre à l'enfant de se construire. Donc oui, ça le contraint, bien sûr, sur le début. C'est contraignant pour lui, c'est frustrant, ça lui plaît pas, ça déclenche des crises. C'est fatigant aussi pour le parent hein, de mettre des limites. Et en même temps, c'est grâce aux limites que l'enfant peut se construire. C'est qu'un enfant qui n'a pas de limites, il ira toujours en chercher plus. Donc, si on lâche sur un sujet parce que c'est compliqué, ok, peut-être ce sujet se passera mieux, mais l'enfant, il ira tester, il ira chercher la limite sur le sujet d'après et sur le sujet d'après, jusqu'à temps qu'il trouve la limite. Donc, elles sont importantes à mettre. C'est pas facile, mais vraiment, ça permet à l'enfant de bien se construire. D'où mes petites images. Alors, j'aime bien toujours les petites choses schématiques. Je prends toujours l'exemple du plant de tomate. C'est que le plant de tomate, euh, bah, il a besoin d'un tuteur pour grandir. Donc le tuteur, effectivement, ça le contraint parce qu'il est obligé de suivre le tuteur pour grandir, mais ça lui permet de grandir. Le plant de tomate à qui on met pas de tuteur, bah, en fait, il reste au sol, il sait pas où aller, il peut pas se développer. Et en fait, les limites chez l'enfant, c'est un peu ça que c'est. Oui, ça le contraint, mais surtout, ça lui donne un peu le chemin à suivre. Il sait dans quel cadre il peut agir, pas agir. Il sait que c'est rassurant, il y a quand même un cadre autour de lui sécurisant, alors contraignant mais en même temps sécurisant. Et du coup, à l'intérieur de ça, l'enfant peut se sentir en sécurité et peut agir. Et c'est un peu la même chose en petite image sur la clôture du jardin. Même nous adultes, hein, la clôture du jardin, bah, elle nous casse un peu les pieds parce que ça limite notre terrain, notre jardin. On voudrait bien toujours avoir plus d'espace. Et en même temps, c'est la clôture du jardin qui nous permet d'être sécurisés, d'être chez nous, d'être un peu enveloppés. Et en fait, si cette clôture, elle a des trous ou des failles, ben, ça agrandit le jardin, mais on n'est pas en sécurité pour autant. Donc, il faut vraiment voir les règles et les limites comme ça. C'est OK. On pose un cadre autour de l'enfant qui lui permet justement de s'épanouir à l'intérieur et qui lui permet de mieux se construire que bah, s'il n'a pas de cadre et qu'il va toujours être en recherche de cadre et toujours plus en recherche, en fait. Donc, il vaut mieux un moment passer par ces périodes de crise, hein, passer par ces périodes d'opposition, mais que les choses soient posées, soient constantes et qu'à un moment, l'enfant les intègre et qu'il se sente en confiance, plutôt que ne pas en mettre pour justement essayer que ça se passe mieux et qu'en fait, plus ça avance, plus l'enfant en cherche et toujours de manière un peu plus profonde, un peu plus conflictuelle et on rentre dans un cercle en fait où il y a beaucoup de tests, où il y a beaucoup de recherches et où ça n'aide pas à grandir. Voilà, donc j'avais mis aussi un peu mes petites images d'open space. L'open space, on va où on veut dans l'open space, mais on a quand même un espace dédié. Voilà, il y a quand même un cadre autour. Et idem pour ce qui est de s'exprimer ou de faire une peinture, on a quand même une feuille et quelque chose de délimité. Mais à l'intérieur, on est libre de faire sa peinture ou son œuvre comme on veut. Donc voilà, c'est très schématique, mais ça donne un peu oui, on laisse un espace de liberté à l'enfant. Mais voilà, avec ce pourtour de dessiner. Alors, sur vraiment tout ce qui est limite et tout ce qui est non, donc des fois le non, c'est vraiment de se dire, ok, ben, il y a besoin de dire non à l'enfant. Alors, il y a les petites astuces, ça peut être de dire stop au lieu de non. Parce que quand ils sont déjà dans cette période du non, si on dit non tout le temps, en fait, on a l'impression que tout le monde dit non tout le temps. Donc des fois dire stop, ça a un impact différent. Donc c'est des petites choses, mais qui peuvent aider. Et après, c'est ce que je vous disais, c'est de choisir ses batailles. C'est que l'enfant qui a 18 mois, 2 ans, qui a envie de tout faire, tout découvrir seul. En fait, si à chaque coin de la maison il y a des règles, non, on ne monte pas sur la table basse. Alors je vais prendre des grands standards, hein. Non, on monte pas sur le canapé. Non, on touche pas au bout de la poussette. Alors c'est du standard, hein, c'est de l'hygiène. Non, on touche pas aux chaussures. Non, tu n'ouvres pas le tiroir. Non, tu ne joues pas avec la porte. En fait, si chaque endroit de la maison est un non, ben, on rentre dans un espèce de truc conflictuel où l'enfant va toujours chercher autre chose et où non, nous on fait ça toute la journée.
c'est bien de se dire, OK, il y a des choses, c'est non. Alors, monter sur la table, peut-être, c'est non. Par contre, monter sur le canapé ou sur le coussin ou sur le petit tabouret qui est à sa hauteur, oui. Faut se dire que l'enfant a besoin d'explorer. Donc, en fait, s'il monte quelque part, alors je prends cet exemple, c'est un standard, c'est qu'il a besoin de monter, c'est qu'il a besoin de développer sa motricité, c'est qu'il a besoin d'explorer. Donc, si c'est non pour tout, ben, il va toujours trouver autre chose à grimper. Parce que lui, il a décidé qu'il fallait qu'il grimpe, qu'il fallait qu'il s'entraîne. Ok, c'est non pour la table basse. Alors par contre, peut-être c'est oui pour le canapé, si chez nous c'est comme ça, on lui apprend à monter, à descendre, ou c'est oui avec surveillance. Ou si c'est non pour la table et le canapé, par contre, c'est oui pour les modules de motricité à côté, ou pour le petit tabouret un peu plus bas. C'est de se dire, voilà, il y a ce besoin d'exploration. Il faut aussi permettre le besoin d'exploration tout en cadrant les choses. Voilà, je vous disais, c'est non au tiroir, c'est non. Bon, la porte, c'est pas un sujet parce que c'est un sujet de sécurité. Dans ce cas-là, on peut trouver des astuces. Alors, faut leur apprendre et en même temps, on peut trouver des astuces pour sécuriser, pour pas être non plus tout le temps derrière l'enfant. Après, les tiroirs, les placards, ça peut être non pour tel et tel tiroir ou placard. Par contre, oui pour ce placard ou ce tiroir où il y a, je sais pas, des gants de toilette, il y a des tupperwares. Ok, on te permet d'explorer. Par contre, c'est cadré. Il y a des choses, c'est impossible pour des raisons de sécurité, de conviction. Mais il y a des choses quand même qui sont possibles et qui te permettent d'aller au bout de ta découverte, au bout de ton exploration. Et ça, c'est aussi important de voir ça comme c'est pas l'enfant veut tout toucher pour nous casser les pieds, c'est pas l'enfant veut toucher tout ce qui est interdit, c'est l'enfant veut toucher, veut découvrir, veut comprendre comment son environnement fonctionne, comment sa maison fonctionne. Nous, on touche, voilà, on branche des choses sur les prises électriques, on touche au couteau. Bah, l'enfant aussi, il va vouloir comprendre. Tiens, papa ou maman fait ça, moi aussi, je vais vouloir aller voir ce que ça fait, voir ce que c'est. Donc, il y a des choses de sécurité, c'est pas possible. Les prises électriques, on n'y touche pas. On explique que c'est dangereux, que, ok, on va essayer de les cacher un peu parce que tant qu'elles sont devant lui, bah, elles vont lui donner envie. Euh, Par contre, faire la cuisine avec papa ou maman, bah, peut-être qu'on peut s'installer sur quelque chose, avoir des couverts adaptés, manipuler la cuisine ensemble, enfin les aliments ensemble. Voilà, c'est de se dire qu'ils sont dans cette exploration-là. Plus on va accompagner l'exploration avec la limite autour, plus l'enfant pourra assouvir son besoin et après, une fois qu'il aura pu tester, et ben, du coup, il aura moins ce besoin-là. Donc vraiment, voilà, on sécurise, mais on accompagne le besoin. Bon, bah, sur les choses qui sont dangereuses, j'ai envie de dire, on répétera le nom pendant je ne sais combien de temps s'il faut, mais effectivement, on n'ira pas le laisser tester la prise électrique, mais il faudra qu'il comprenne que c'est dangereux. Et sur tout le reste, bah, c'est de se dire, OK, on va canaliser, on va adapter, mais le laisser explorer au maximum son environnement bah, pour qu'il puisse comprendre comment ça fonctionne, pour qu'il puisse développer ses capacités, développer ses compétences, développer sa motricité, sa réflexion. Et c'est là où tous les objets du quotidien souvent marchent aussi bien, voire presque mieux que les jeux. Donc c'est là aussi vous lui donnez le panier à linge avec le linge à vider, à remplir sur les plus grands, leur permettre de vous aider, voilà, à trier les chaussettes, les couleurs, vider les tupperwares, empiler les tupperwares. En fait, plus ils pourront manipuler des vraies choses, bah, plus ils sont contents, parce que ce qu'ils veulent, c'est être dans l'imitation de l'adulte et dans l'apprentissage. Donc voilà, n'hésitez pas à leur laisser un peu d'espace sur les petites choses du quotidien, tant que c'est des choses sécuritaires. Je vous dis beaucoup de choses. J'essaye de mettre des petits exemples à chaque fois. Donc voilà, donc faut choisir un peu les règles. S'il vide le panier à chaussettes, on s'en moque, c'est pas grave, ce sera le chantier dans le salon, mais c'est pas très grave. S'il peut y passer une demi-heure à vider, remplir les chaussettes, eh ben c'est parfait. S'il peut nous aider, alors nous aider, participer avec nous, ils sont contents aussi. Donc tout ça on peut. Après, par contre, quand on dit non pour des questions de sécurité, de santé, voilà, ou de conviction, c'est de se dire qu'effectivement, si on dit non jusqu'au bout. Tant pis, c'est compliqué, tant pis s'il y a de la frustration au début, mais c'est important vraiment d'avoir cette constance en se disant, voilà, on change pas d'avis tous les jours ou selon les moments, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tant pis s'il y a une période où bah, ça déclenche des crises et des complications à chaque fois, mais voilà, il y a aussi des règles à intégrer. Et plus l'enfant voit que le parent est serein, j'ai envie de dire, dans sa décision et sûr de lui, bah, plus l'enfant aussi, au fur et à mesure, accepte les règles. Voilà. Plus il sent que
s'il y a un peu de mouvance, que la règle, elle est fixe selon les jours, elle bouge, c'est jamais la même, plus il va chercher, en fait, jusqu'où il peut aller, où est-ce qu'elle est vraiment, en fait, cette règle-là. Donc, ouais, donc ça, vraiment, être cohérent dans la position, dans ce qu'on peut proposer à l'enfant et dans les limites qu'on peut mettre, c'est vraiment des choses importantes. Après, je fais juste le parallèle vraiment sur la relation de confiance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Euh, alors, c'est des petites choses, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien direct, mais on l'a tous fait, hein, de dire non et puis de dire oui après. Mais c'est vraiment de se dire que si en permanence on change d'avis, je dis à mon enfant non, puis tout compte fait, je te dis oui, je te dis ça c'est interdit, mais après je te dis oui. Ben, ça peut aussi aller jusqu'à ben, quand je te dis je viens te chercher ce soir, ben, est-ce que je vais vraiment venir? Enfin, c'est là où plus notre discours il bouge, moins il est fiable en fait, plus ça peut remettre aussi tout le reste en question. Quand je te dis non, c'est non. Il y a une crise, je t'accompagne, mais c'est non. Quand je te dis que je viens, ben, je viens. Et ça, c'est vraiment le lien de confiance aussi qu'on va construire avec l'enfant. Donc voilà. Donc plus vous avez de cohérence et de constance, mieux c'est. Après, il peut y avoir des exceptions, des petites choses, bien sûr, c'est autorisé. C'est pareil, c'est de les cadrer en mettant bien en place le OK, ça c'est exceptionnel aujourd'hui de telle manière. Et puis après, demain, on reprend le quotidien pour qu'on reste sur quelque chose de cohérent. Et voilà, tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de... L'enfant ne teste pas volontairement, l'enfant ne va pas toucher les choses volontairement pour vous casser les pieds. L'enfant découvre son monde, son environnement, ce qu'il peut faire. Donc c'est une vraie soif de découverte. C'est pas contre l'adulte ou pour casser les pieds de l'adulte. Euh, et après vraiment sur les règles de sécurité, les règles d'hygiène, enfin toutes les règles, bah c'est à force de répéter, répéter, répéter que ça va rentrer, que l'enfant finira par les accepter. Euh, Après, sur tout ce qui est règles, pour que l'enfant les comprenne et les accepte, plus il les comprend, pardon, plus il les accepte aussi. Et je prends toujours des exemples tout bêtes dans la cuisine, par exemple, de on touche pas au four parce que c'est chaud, ou on touche pas à la casserole parce que c'est chaud. Euh, En fait, on dit ça à l'enfant, non, on touche pas, c'est dangereux, non, on touche pas, c'est dangereux, mais en fait, l'enfant, tant qu'on lui dit ça, il y a un non, mais je comprends pas, j'ai pas intégré pourquoi, mais je vais quand même toujours avoir envie d'y aller. Si on montre à l'enfant ce que c'est le chaud, alors où ce soit sous de l'eau un peu plus que tiède, un petit peu chaude pour qu'il sente que c'est chaud sur les doigts, ou on approche un petit peu sa main, alors attention, hein, sous surveillance et je vous dis pas poser la main sur le four, vraiment juste pour lui faire sentir la sensation. Ok, je te dis que le four c'est chaud, tu touches pas. Regarde, j'approche un tout petit peu ta main. L'enfant sent qu'il y a une sensation sur sa main, il va se dire, OK, quand on me dit que c'est chaud, je comprends ce que ça fait, je comprends qu'en fait, oui, ça fait quelque chose sur ma main, que c'est pas agréable. Bah, si j'ai compris pourquoi on m'a dit non et qu'en fait, c'est quelque chose de désagréable, bah, forcément, je vais plus le respecter que si on m'a juste dit non et que je sais pas pourquoi. Et ça, plus vous faites la démonstration, plus l'enfant peut intégrer les choses et plus ça facilite aussi le respect des règles. J'aime pas cette notion. Voilà, ça peut faire très autoritaire quand on dit respect des règles, mais voilà, plus il comprend les choses et pourquoi en fait on va pas faire ça, et ben plus il est ok avec ça que quand on me dit juste non et je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est des petites choses, mais on en revient toujours à cette collaboration, à faire les choses avec l'enfant. Voilà, plus c'est fait ensemble, plus c'est collaboré, bah, mieux les choses se passent plutôt que quand ça vient juste des ordres verticaux, si je peux dire. Ça va sur toutes ces choses. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout ce que je vous ai dit, c'est que plus c'est cadré, cohérent, régulier, mieux c'est. Après, j'ai souvent les questions aussi entre les parents, c'est une vraie question, ou chez les parents, chez les grands-parents, ou entre la crèche, la maison, il y a souvent des règles qui sont différentes. On peut avoir des règles différentes selon les personnes, selon les lieux. L'idée, c'est vraiment d'être cohérent bah, soi-même et avec le même contexte. Donc, on peut avoir quelque chose qui est autorisé avec papa ou avec maman et qui n'est pas autorisé avec l'autre parent. Par contre, faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Hein. Faut pas que papa ou maman disent non et quand je vais voir l'autre parent, il me dit oui. Par contre, il peut très bien y avoir, je sais pas, le soir où c'est papa qui fait ça. Bah tiens, on peut faire de telle manière. Le bain, ça se fait de telle manière et on a le droit à telle chose. Quand c'est maman, le bain, c'est d'une autre manière.
et par contre, la soirée se passe autrement. Enfin, on peut avoir ces petites différences-là. Par contre, avec maman, c'est toujours pareil. Avec papa, c'est toujours pareil. Voilà, l'enfant, il peut comprendre ça. À la crèche, alors, selon les structures, à la crèche, on a le droit de monter sur les tables parce que c'est dans le projet, parce que c'est des tables à hauteur, parce que ça fait partie du développement de l'enfant. À la maison, on n'a pas le droit de monter sur les tables parce que c'est les règles de la maison. L'enfant peut le comprendre. Ça va passer par beaucoup de répétitions. Mais vraiment, l'enfant peut comprendre que voilà, chez papy, mamie, on a le droit à telle et telle chose et pas à la maison. Faut juste que, voilà, contexte et personnes identiques, bah, on soit cohérent avec ça et que ce soit pas effectivement tout l'inverse sur le plan éducation, parce que ça peut être un peu compliqué. Mais on peut avoir des petites différences. On n'est pas obligé d'avoir exactement la même manière de faire entre les parents. Et voilà. Et quand il y a des exceptions, c'est vraiment bien les baliser, sinon l'exception, pardon, peut vite devenir la règle aussi. Alors, on va parler un peu plus d'entre-deux, puis après on verra pour revenir peut-être sur des petits exemples. Alors, voilà, je vous ai déjà un peu posé des petites choses tout au long déjà de ce qu'on a vu. Vraiment, la communication, elle est importante. Comme je vous disais, des tout petits, plus on va verbaliser, expliquer, anticiper, bah, plus ça développe la communication et la confiance entre le parent et l'enfant. Et vraiment verbaliser les émotions et reconnaître les émotions. Ok, t'es tombé ou t'es à peine tombé, tu t'es rien fait, mais tu pleures toutes les larmes de ton corps, dire ok, oui, je comprends, t'as peut-être eu peur, t'as peut-être eu mal, et t'as le droit d'avoir des émotions. Bon, a priori, il n'y a rien de grave, mais t'as le droit. Et ça, vraiment, autoriser l'enfant à avoir des émotions, c'est important. Ça veut dire qu'on voilà, on le laisse s'exprimer, on le laisse avoir toute sa place. Donc voilà, ne cherchez pas à faire taire les choses qui nous paraissent inutiles. Sinon, ça veut voilà, tous ces petits messages. Alors une fois de temps en temps, si on le fait, je pense qu'on l'a tous fait, c'est pas grave. Mais si à chaque fois que l'enfant tombe et se met à pleurer, on lui dit c'est rien, c'est pas grave, arrête de pleurer, il a pas eu ce qu'il voulait, arrête de pleurer, ça vaut pas le coup. Tu vas pas pleurer pour ça, ça vaut pas le coup. Ça lui renvoie le message que ben en fait mes émotions elles ont pas le droit d'être là. Voilà, il faut que je les cache, il faut que je les intègre au fond de moi. Et c'est pas l'objectif pour la suite de la construction de l'enfant. Donc vraiment, autorisez-le. Moi, je dis toujours, comme je dis à ma fille, pleure si tu as besoin. Oui, on se sépare pour 2 heures. Si tu as besoin de pleurer et que voilà, il ben, dis, ok, tu as des émotions, tu as le droit. Et puis voilà, après, on fait un gros câlin et ça passe. Mais plus on les autorise vraiment à s'exprimer, et clairement, mieux c'est pour la suite. Donc après, tout ce qui est coopération, je vous en ai aussi pas mal parlé, collaboration, coopération. Plus vous faites avec l'enfant, on est vraiment dans cet enfant qui a envie de faire, qui a envie de découvrir. Plus vous allez l'intégrer au quotidien, bah, dans toutes les petites choses de la vie de tous les jours, plus l'enfant il se trouve à sa place, moins il se sent frustré. Alors c'est pas forcément facile selon les moments, selon la fatigue, selon le temps qu'on a, mais toutes les choses de proposer des petits choix, ça marche. Alors pas 50 choix, hein, mais juste 2 choix entre voilà, je parlais des chaussures tout à l'heure, telle et telle chaussure, le laisser choisir la couleur du t-shirt, le laisser choisir dans quel ordre il veut manger son repas, quelle fourchette il veut. Enfin, c'est des exemples très bateaux, mais tout ça, ben, ça veut dire que voilà, il a sa place, il a le droit au choix. Donc ça, c'est des petites choses qui fonctionnent. Après, plus il va pouvoir aussi participer avec vous, plus l'enfant sera content et sera épanoui. Donc, je prends toujours le sujet des courses en exemple. Les courses, quand on va le soir avec un enfant, souvent c'est compliqué parce que quoi? Parce qu'il touche à tout, parce qu'il veut tout prendre, parce que il est impatient, parce que c'est long, parce que c'est un moment désagréable pour lui et qu'en plus il y a des tentations partout. Mais si le moment des courses, on en fait, alors je vous dis, hein, c'est pas du magique, hein, ce que je vous dis. Il y a des moments ça va marcher, il y a des moments ça marchera pas, mais plus on se dit, OK, on va en course, regarde, tu vas pouvoir m'aider, tu peux avoir ton petit sac ou me tenir le sac, c'est toi qui attrape le fruit ou c'est toi qui mets le fruit dans le sac, est-ce que tu veux attraper le paquet de pâtes, est-ce que c'est toi qui poses sur le tapis à la caisse? En fait, plus on fait avec lui, plus on le laisse faire, ça prend un peu plus de temps, ça demande un peu plus de patience, certes, mais en fait, tout se passe beaucoup mieux, de manière plus fluide. Et des fois, il vaut mieux prendre ces tout petits moments bah, pour faire l'enfant, pour le laisser
on décide de faire, hein. Plutôt que d'essayer de se dire non, non, on fait vite, touche pas, touche pas, touche pas, et à la fin, ça finit par la crise avant la sortie du magasin, qui au final va nous prendre une demi-heure. Là, si vous l'enfant avait pu tenir le sac, attraper le paquet de pâtes, bon, ok, ça prenait un peu plus de temps, mais ça pouvait se passer beaucoup, beaucoup mieux. C'est pareil, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des soirs où vous aurez quand même la crise parce qu'il y a trop d'émotions, trop de fatigue et trop de tout. Mais vraiment, il faut se dire, voilà, plus vous faites avec lui, plus vous le prenez comme un petit collaborateur, bah, plus l'enfant est content de pouvoir agir et mieux ça se passe, mieux ça se passe. Et sur les, là, je parle vraiment des petits, mais pareil, plus l'enfant grandit, plus on peut lui confier des missions, et plus l'enfant se sent valorisé aussi. Et plus, je parlais des solutions tout à l'heure, plus on peut trouver des solutions ensemble, plus on peut lui proposer des alternatives quand il y a quelque chose qui lui convient pas. Alors, sans remettre en cause les limites et le cadre, hein. Voilà, il y a telle ou telle manière de faire. Enfin, voilà, aller à l'école, aller au centre de loisirs. Je parle plus des plus grands là, faire telle chose, je sais pas, se laver les mains en rentrant le soir. Enfin, on changera pas la règle. C'est comme ça, on doit y aller. Par contre, on peut se laver les mains, je sais pas, dans la cuisine ou dans la salle de bain, on s'en moque. On peut se laver les mains avec tel ou tel savon, on s'en moque. Peu importe, la finalité reste la même, mais on peut trouver des choses. Tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'on fait de telle manière? Voilà. Tout ce que vous allez pouvoir trouver comme petite solution avec l'enfant, ça peut faciliter les choses. Et idem quand il y a des moments difficiles, là je pense plus à des vécus perso, mais d'aller typiquement à du vécu récent pour moi, d'aller au centre de loisirs, il n'y a pas envie d'y aller ce matin, vraiment c'est impossible d'y aller, ben, on va pas tout remettre en cause, parce que voilà, c'est une journée où papa et maman travaillent, il y a centre de loisirs. En gros, ça, on n'a pas le choix. Par contre, peut-être on peut y aller un quart d'heure plus tard, peut-être on peut te récupérer un peu plus tôt, peut-être on peut faire un petit jeu avant de partir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver avec toi? Qu'est-ce qui t'aiderait à y aller? Est-ce qu'il faut emmener un doudou? Est-ce qu'il faut dessiner un petit cœur sur la main? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Quelle solution tu proposes? Ok, ça veut dire que j'entends ton émotion, j'entends ce que tu vis, et tu vois, je cherche avec toi une solution pour t'aider à passer le cap. C'est pas pour ça que c'est magique et que tout débloquera, mais voilà, on l'entend, on fait avec, on l'aide à se construire, et puis on l'aide à trouver aussi ses propres ressources parce que c'est quand même toute notre finalité. Ok, il y a la finalité de passer ce stade de crise et de colère, de tempête émotionnelle quand c'est compliqué, mais l'objectif à terme, c'est qu'on ait un enfant bah, qui ait des ressources en lui, qui en grandissant puisse trouver des solutions tout seul, qui puisse surmonter ses émotions, qui puisse les connaître et qui puisse dépasser bah, les moments de stress, les moments de colère. Donc toutes ces valises qu'on lui donne, c'est quand même aussi pour que par la suite, il puisse se dire, OK, là c'est compliqué, mais j'arrive à trouver des ressources en moi et voilà, toutes les petites graines qu'on plante petits, bah, c'est des choses pour la suite. Alors, pour parler un peu plus d'éducation positive, voilà, j'en ai touché deux mots tout à l'heure. Alors, c'est un concept qui fait beaucoup de bruit, si je peux dire, en ce moment. Euh, voilà, avec beaucoup de pour, beaucoup de contre et beaucoup d'extrêmes, j'ai envie de dire. L'idée de l'éducation positive, à la base, c'est quand même un concept positif, si on peut dire. C'est quand même un concept intéressant. C'est de se dire qu'on va encourager l'enfant dans ses découvertes, on va ouais, l'aider à découvrir, l'aider à grandir, l'accompagner dans ses émotions. Donc, c'est vraiment, voilà, l'idée d'une éducation qui encourage l'enfant à se construire. À l'inverse d'une éducation très autoritaire qui empêche l'enfant de faire telle et telle chose, qui voilà, qui dit à l'enfant tu restes à ta place et tu fais rien de plus et il y a des punitions. Donc le concept il est très intéressant et il est hyper ouais, hyper positif, hyper valorisant pour l'enfant. Après, ça en est devenu, je pense, un peu à l'extrême selon la manière dont c'est utilisé. Et aujourd'hui, des fois, on voit l'éducation positive comme une éducation où il n'y a pas de limite, où on veut pas que l'enfant pleure, où on laisse faire l'enfant, on laisse tout faire à l'enfant. Où voilà, l'éducation positive devient l'éducation laxiste et c'est vraiment pas le concept de base. C'est pas une éducation où on doit être un parent parfait, parce que souvent on met en parallèle le positif, le Montessori. Il y a un amalgame de beaucoup de choses. Donc c'est pas parce qu'on fait de l'éducation positive qu'on doit être parfait, qu'on doit être un animateur pour son enfant avec toujours des ressources, du matériel, des activités. Non, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'on fixe pas de limites et qu'on laisse l'enfant faire
tout ce qu'il veut, sous prétexte de laisser des choix à l'enfant. C'est pas non plus l'objectif. Et c'est pas une éducation où tout est facile et où il n'y a pas de crise non plus. Donc voilà, c'est de remettre un petit peu dans le contexte. Après, l'éducation positive, bah, c'est un peu tout ce que je vous ai euh, communiqué tout au long de cette trame, c'est de se dire, voilà, ce qu'on veut, c'est aider l'enfant à se construire, donc en essayant de le soutenir, de l'encourager, de le laisser explorer, de communiquer, de lui apprendre à reconnaître ses émotions. Mais pour autant, les limites, elles sont là. Pour autant, des crises, on en aura forcément parce qu'ils passent tous par ces périodes voilà, de tempête émotionnelle. Et on aura quand même du non, et on aura quand même de la frustration, et on aura quand même des moments de doute, des moments où on a réussi, des moments où on a l'impression de pas avoir réussi. Mais voilà, on essaye d'avancer avec son enfant et de l'aider à se construire. C'est vraiment ça, hein, l'objectif de l'éducation positive pour que ben, plus il avance et plus il trouve ses ressources aussi. Donc voilà, mais clairement, c'est vraiment, c'est pas une éducation laxiste et c'est pas une éducation où on est censé tout laisser faire à l'enfant. Après, ce qui va aussi être important, bah, du coup, c'est de s'adapter. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais entre l'enfant de 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est de dire que bah, sur tout le travail émotionnel, sur tout le travail de coopération qu'on peut faire avec l'enfant, la communication, bah, forcément, on va s'adapter et se réadapter tout le temps. Hein. J'essaye de vous communiquer plein de petites choses. Après, c'est variable selon les enfants, c'est variable selon vous, vos limites, vos capacités, votre émotionnel. Et ça demande aussi de s'adapter, de se réadapter tout le temps à l'enfant, en fonction de ce qui fonctionne pas, à quoi notre enfant est réceptif. Puis tiens là, l'enfant a grandi, donc telle manière marche plus, il faut en refaire une nouvelle. Donc ça va être des essais-erreurs un peu tout le temps. Euh, mais plus ça avance, plus on se construit avec l'enfant, même s'il y a toujours des choses qui vont être remises en cause à chaque fois. Donc voilà, donc bon bah répéter, quel que soit l'âge, il va falloir qu'on avance et qu'on répète. Il y a des règles et des choses comme ça qui doivent être intégrées. Euh, Après voilà, c'est tout ce que je vous disais sur proposer tout ce qu'on peut pour que l'enfant puisse se construire, puisse assouvir son besoin de développer ses compétences du moment. Et alors ça, c'est un petit peu plus, on dérive un peu des émotions, mais c'est un peu plus tout ce qui est pédagogie Montessori aussi, c'est de se dire ils ont des périodes sensibles. Je sais pas l'âge de vos petits loulous, mais on sent qu'il y a des périodes où ils ont des facilités et envie de faire des choses. Il y a un âge, alors très variable selon les enfants, où ils ont envie de commencer à essayer de s'habiller seuls ou de mettre leurs chaussures seuls. Et, et en fait, si on y va à ce moment-là, si on les suit, si on arrive à trouver ce temps et cette patience de les accompagner, l'enfant là a une facilité, a une capacité qui est en train de se construire. Si on suit ça, ben en fait les choses se font facilement. Si pour X raison à ce moment-là on n'est pas dispo, on n'a pas le temps, on n'a pas plein de trucs, on empêche l'enfant, entre guillemets, d'aller dans ce développement de compétences. Souvent, ben, l'enfant, après, n'a plus envie de s'habiller seul ou de faire seul, et puis ça revient plus tard, hein, de toute manière. Mais plus on arrive à suivre un peu ces périodes sensibles où on sent que là, tout d'un coup, il y a un truc qui se débloque, l'enfant a envie. C'est la même chose sur la propreté, c'est la même chose sur le fait de manger tout seul. Voilà, il y a plein de choses comme ça où on sent et sur plus tard, l'apprentissage de la lecture, hein, il y a des enfants très tôt, on va sentir qu'il y a une envie, là, il y a un truc. Plus on suit ça, en fait, plus les choses se font naturellement, plus on réfrène ça en disant, là, c'est pas le moment où c'est trop long quand tu t'habilles tout seul, ou apprendre à lire quand tu es en moyenne section, c'est pas le moment, on sait pas faire, on n'a pas envie, c'est pas la période. Euh, Plus on le freine et plus il va falloir réactiver les choses plus tard. Alors plus on le suit au bon moment et plus les choses se font naturellement. Donc ça, n'hésitez pas quand vous sentez, il y a des périodes où ils sont sur le tri, ils alignent tout, ils trient les choses de taille, de formes différentes. Donc plus on leur propose des jeux, des expériences adaptées à ça, plus c'est facile sur l'acquisition des compétences à ce moment-là. Donc voilà, ça n'hésitez pas à le faire. C'est un petit lien indirect, mais déjà qui fait que l'enfant est très intéressé quand on répond à ce besoin-là, et puis qui fait qu'on se facilite aussi les choses par la suite.
Donc tout ce qui est ludique, tout ce qui est transition, alors faut avoir l'énergie de le faire, mais vraiment c'est des choses qui peuvent aider. Voilà, quand les transitions, les ruptures sont compliquées, plus vous allez faire des jeux pour aller à la douche avec la chanson, avec le machin, avec le petit jeu, en emmenant le camion, en emmenant le bébé, plus c'est facile. Alors ça demande de l'énergie sur le quotidien, mais ça peut vraiment faciliter les choses. Euh, et plus vous lui laissez cette marge de manœuvre d'être autonome en fonction de ses capacités. Pareil, plus sur le quotidien, l'enfant est épanoui et mieux ça se passe aussi. Alors, je vois qu'il est 14 heures, mais on va continuer un petit peu. J'ai bientôt fini. Un petit mot sur tout ce qui est punition. Je sais pas si j'ai ma diapo après ou... Oui, on peut y venir. À propos de voilà d'autonomie, de frustration et tout ça. Alors, les punitions, j'ai aussi souvent cette question, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il faut punir quand il teste? La punition, elle n'a pas d'intérêt pédagogique. La punition, en fait, souvent, c'est nous, adultes, un peu qu'elle apaise en mode, t'as fait ça, tiens, je ferai ça. Ça remet quand même de l'émotionnel en jeu. Il y a un peu, alors, avec des guillemets, mais de la menace. Si tu fais pas ça, si tu manges pas, t'auras pas de dessert, t'auras pas de ça. Voilà, on joue un peu sur la menace émotionnelle. Donc, en constructif, c'est pas très constructif. C'est juste que l'enfant fera pas la chose par peur de, mais ça va pas lui apprendre à avancer. Et le risque toujours d'aller dans les punitions, c'est que plus l'enfant grandit, plus il va vous dire, bah, je vous donne un truc bateau, hein, t'as pas de dessert si t'as pas mangé. Bah, après, il va dire, bah, je m'en moque de pas avoir de dessert. Ce sera, bah, t'auras pas de dessert et de goûter si t'as pas mangé. Et puis il vous dire, ah, bah, je m'en moque. Et bah, du coup, tu seras privé de sortie. Et en fait, le risque, c'est d'aller crescendo. D'aller dans un espèce ouais, de menace, de conflit émotionnel et d'avoir toujours besoin d'aller crescendo pour au final juste tenir un peu par de la menace, hein, par de la peur. Donc voilà, j'aime dire, je suis pas fan des punitions. Après, ce que j'aime bien utiliser quand il y a besoin d'être plus dans cette démarche, c'est tout ce qu'on appelle conséquences logiques. C'est de se dire, OK, t'as pas mangé, alors je sais pas, t'as quand même ton dessert, il y a quand même tout, tu veux pas manger, tu sors de table. Par contre, si t'as faim après, alors je vous dis, ça dépend de l'âge, hein. Ne faites pas des choses comme ça à 15 ou 18 mois, mais si on prend cet exemple de repas, t'as pas mangé, par contre, le prochain repas, c'est de goûter. Si t'as faim entre les deux, en fait, c'est la conséquence. T'as refusé le repas à ce moment-là ou t'as pas voulu venir à table. La conséquence, c'est qu'après, entre les deux repas, il n'y a rien d'autre. Si tu as faim, tu sauras que la prochaine fois, il faut manger à table. Voilà, tu veux pas t'habiller, on est en plein hiver, il gèle. Si tu t'habilles pas, on peut pas aller au parc. C'est de la conséquence. Pas d'habit, pas de sortie. C'est pas une punition. C'est juste la suite logique. C'est quand même assez limité dans le temps. Il n'y a pas de menace. C'est juste, OK, il y a une action. Il y a une suite à l'action. Et en fait, ça permet de faire du lien, ça permet d'avoir une logique et ça permet de pas menacer inutilement. Donc voilà, ça c'est des petits systèmes, c'est pas forcément facile à réfléchir au début quand on n'est pas habitué, mais ça fonctionne assez bien et il y a vraiment, on n'est pas sur de l'enjeu émotionnel. Et puis on n'est pas non plus sur de la menace. Enfin, je prends toujours cet exemple idiot, mais des fois le truc de si tu fais pas ça, on n'ira plus chez papy mamie, on n'ira plus jamais au parc. Voilà, sur le coup de la colère, ça nous soulage. En fait, on sait très bien pertinemment qu'on tiendra jamais ça, parce que c'est pas possible. Donc en fait, ça veut dire qu'on dit un truc à l'enfant, mais qu'on va pas respecter. Donc on reste un peu sur ce lien de confiance en fait qui va et qui vient. En mode je dis quelque chose, mais bon, du coup je le respecte pas. Alors voilà, tu t'es pas habillé, on va pas au parc cet après-midi. C'est juste la suite logique. Il y a pas de punition. Après ça s'arrête là. Demain on retourne au parc mais l'enfant apprend bon si on n'a pas d'habit, on peut pas sortir. Ou si on n'a pas mangé à cette heure-là, du coup après il faut attendre la suite. Donc voilà, c'est des choses plus pertinentes, plus posées, et on n'est pas dans l'émotionnel. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent bien fonctionner aussi. Donc voilà, et après, je pense qu'au travers de tout ce que je vous ai dit, voilà, j'ai quand même essayé de véhiculer voilà, tout ce qui est autour de la communication, de vraiment de faire avec l'enfant. Que vous dites, l'objectif c'est qu'on voilà, c'est qu'on soit complice, c'est qu'on fasse ensemble, c'est qu'on avance ensemble. Plus ça facilite, alors je sais pas si le mot facilité c'est le mot, mais plus le quotidien peut être apaisé, plus je suis constant, plus je suis cohérent, plus je sais où je vais, moins ça laisse de place aussi à l'interrogation,
ah voilà, un parent qui est entre guillemets instable. Alors, on a toujours des moments où on est instable, hein. Mais voilà, plus je sais à peu près ce que je te donne comme cadre de vie, bah, plus je suis droit dans mes bottes, entre guillemets, plus je suis sécurisée, plus je suis sécurisant aussi, et plus l'enfant peut se construire et se développer. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous communiquer. Et puis garder en tête que bon, on n'est jamais parfait. On fait des expériences au fur et à mesure. Même quand on a compris que tiens, ça et ça marche, que la prochaine fois on fera autrement, il y aura toujours un autre jour où bah, vous vous louperez parce que vous aviez vos émotions, vous étiez fatigué. Ce jour-là, vous avez crié alors que vous saviez pertinemment que ça servait à rien. Mais j'ai envie de dire qu'on y est tous passés et on y repassera tous. Donc ok, on peut pas être parfait et ça faut l'accepter aussi. Euh, que voilà, ce qui fonctionne à un moment, bah, peut-être il va falloir voilà avoir des nouvelles manières de faire et s'adapter aussi à l'enfant qui grandit en permanence. Et puis qu'il y a des moments où on y arrive et qu'il y a des moments où on n'est pas en capacité non plus. Et ça faut aussi l'accepter. Voilà, c'est pas on n'est pas un mauvais parent parce qu'en ce moment on est débordé par le boulot, qu'on n'est pas disponible psychiquement et qu'on est fatigué et que du coup on est moins ben, moins à l'écoute, moins impatient, ben, on a le droit, il faut le verbaliser à l'enfant, et puis après on essaye de faire du mieux qu'on peut. Mais voilà, tout ça, faut aussi l'accepter, c'est aussi la vraie vie, et voilà, et vraiment déjà se dire je fais comme je peux avec les ressources que j'ai, ben, c'est déjà très bien. Donc voilà un petit peu tous les petits concepts que je voulais vous passer. On pourrait en parler pendant des heures, des émotions et des limites, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'espère que ça vous a déjà donné des petites pistes déjà sur voilà, les petites choses du quotidien et semer des petites graines. Je sais pas s'il y a des questions qui êtes là ou si c'est clair. Non. Bon. Non, Eh il n'y ben, a pas de j'espère que ça questions vous non a plus donné pas de questions non plus dans le des petites chat. ressources. Je vais juste arrêter le partage. Hop. Ben, merci Pauline, Ben merci voilà, j'ai pour fait le tour cette... du sujet. Oui. C'était très clair et moi j'adore, c'est les petits exemples à chaque fois où c'est toujours très concret. Donc, merci beaucoup. C'est du vécu, hein. Oui, complètement. Ça se sent et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Eh bien, ah, il y a un Bon, petit ben super. message, un remerciement pour vous, Merci, Pauline. avec plaisir. Donc, on se retrouve Bon, le ben super. mercredi 2 avril, toujours à 13 heures et toujours avec le même lien de connexion. Ce sera sur le thème de la santé, donc plus particulièrement santé environnementale en périnatalité, accueil du jeune enfant dans un environnement sain. Et vous, Pauline, on se retrouvera, je crois, le 7 mai et ce sera sur le Oui, thème de l'alimentation. Et on a un nouveau tout à fait. message et c'est encore des remerciements pour vous, Pauline. Donc, super. Merci beaucoup. Eh ben, Merci avec à tous. plaisir. Avec plaisir. Belle fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.